aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont je vous ai déjà parlé en long et en large sur cette chaîne, en vous présentant chaque fois mes lectures en cours. J'ai également fait déjà ma chronique sur mon blog et aujourd'hui, on va prendre donc le temps de détailler Le cœur du monde, tome 1, Farlander de Cole Buchanan, qui est vraiment le coup de cœur Brajlon de l'année 2011. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le temps les épreuves parce que c'est sûr c'est une belle brique, mais c'est plus joli de vous montrer, voilà, le petit dépliant, puisqu'ici, ben, vous avez l'affiche qui sera reprise en cover avec comme personnage principal repris Ash le Roshun. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du monde. C'est un monde de fantasy, vu qu'on est vraiment dans un univers de fantasy où il se passe vraiment plein de choses. Et donc, la base du monde, c'est, il faut que vous sachiez qu'il y a un pouvoir dominant. Le pouvoir dominant, c'est l'empire d'Human, qui est gouverné par des prêtres qui se considèrent un petit peu comme des dieux sur Terre. Et ils ont la volonté, en tout cas l'envie, de dominer tout le monde et que tous les pays soient annexés à leur empire comme province. Évidemment, il y a quelques petits bastions de rébellion et le plus gros, c'est le Barkos. Le Barkos qui est une grande ville protégée par des grandes murailles, puisque je pense qu'il y a 6 ou 7 murs qui protègent la ville successivement. Et donc, quand l'Empire d'Human est arrivé pour assiéger, en tout cas pour prendre le pouvoir du Barkos, ils ont dit non, pas question. Donc résultat, maintenant il y a le siège sur la ville, ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans qu'il y a comment dire, des canons qui projettent des boulets sur les murs pour essayer de faire tomber la ville et les gens résistent. Voilà, donc ça c'est le contexte général. À côté de ça, vous avez l'ordre des Roshun. L'ordre des Roshun, ce sont des assassins qui en fait partent dans des vendettas pour le compte de leurs clients. Alors, je vous explique un petit peu comment ça marche. Si vous vous sentez en danger, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui en veut à votre vie, ou si tout simplement vous avez envie de dissuader les gens d'attenter à votre vie, vous allez voir les Roshun. Donc il y a dans différentes villes, il y a une sorte de, on va dire, de petite boutique avec clés sur porte, où vous pouvez aller les voir en disant voilà, moi je veux être protégé par les Roshun. Alors à partir de là, on vous remet un fruit que vous devez porter qui devient le sceau. Et en fait, ce fruit, ça va savoir qu'il est divisé en deux. Il y a une partie que vous portez sur vous qui va un petit peu se mêler à vous, qui va être vraiment intimement mêlée à vous, puisque dès que il vous arrive quelque chose, si quelqu'un vous tue, eh bien, l'autre partie qui reste chez les Roshun, eh bien, elle meurt également. Donc, elle meurt. Donc, comme ça, les Roshun sont prévenus qu'il s'est passé quelque chose, que vous êtes mort. Bon, là encore, il faut-il savoir, est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est une mort pas accidentelle? Au contraire, quelqu'un qui vous a tué? Bien, là, à ce moment-là, les Roshun vont voir leur prophète, qui sait beaucoup, beaucoup de choses. Et à partir de l'examen du fruit sceau, et bien à partir de là, il s'est déterminé si vous êtes mort d'une mort naturelle ou si on a causé votre mort. Et si votre mort a été causée par un tiers, à ce moment-là, mais les Roshuns, hop, ils exercent la vendetta, donc la vengeance. Ils vont coûte que coûte retrouver cette personne qui vous a tué, puisque le prophète leur dit exactement, voilà, c'est X qui a tué machin, et ils partent à votre recherche et eh ben, ils ne reviendront qu'une fois que vous serez mort. Donc c'est un effet assez dissuasif de quand même s'en prendre à quelqu'un qui est protégé par les Rocheux. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on navigue, on va avoir un petit peu un mix des deux. Donc au fur et à mesure du roman, on va apprendre à connaître les Roshun. On va suivre Ash en particulier, qui est un vieux Roshun très expérimenté, qui est même considéré comme pas le roi des Roshun, mais puisque c'est pas lui qui dirige, mais le meilleur, puisque c'est lui qui chaque fois va tuer les rois ou les têtes couronnées en tout cas, qui viennent atteindre à la vie de leurs protégés. Et donc Ash se fait vieux, Ash est malade, donc Ash va se dire bon ben je vais prendre un apprenti pour lui transmettre mes connaissances, ce que je sais, et puis après ben, je m'en irai doucement. Et donc il va faire la connaissance de Nico dans des circonstances un petit peu spéciales. Je vous raconte rien, je vous laisse découvrir tout ça. Et il va proposer à Nico de devenir son apprenti. Et n'ayant pas trop le choix, Nico va dire bah oui, ok, je vous suis. Et donc à partir de là, eh bien, les deux vont aller dans le monastère
des Roshun pour que Nico puisse faire son apprentissage. Jusqu'au jour où, là, la grosse boulette qui arrive, le gros problème, on apprend, il y a un fruit, donc un sceau mort, le prophète examine, il voit, voilà, c'est telle fille qui est morte, et elle a été tuée par le Kirkus, qui est le fils de la sainte matriarche d'Uman, donc qui est quand même la personne la plus protégée au monde, puisque c'est le fils de celle qui dirige tout. Et donc là, les Roshun se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on risque pas de se mettre nous en danger si on s'attaque aux Man? Et Ash dit non, il faut qu'on le fasse, c'est notre but, c'est notre travail, donc il faut que cette vendetta soit menée. On envoie des Roshun qui meurent les uns après les autres, et puis Ash dit, ok, moi j'y vais, Nicole suit. Et voilà, c'est l'histoire. Ils partent pour aller dégommer Kirkus, le fils de la Sainte Matriarche, qui a tué l'une de leurs protégées. Voilà, ça c'est en gros l'histoire. Maintenant, quand vous décortiquez le récit, vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs parties qui se chevauchent. La première, vous avez le prologue. Alors là, le prologue, il vous met vraiment bien dans le bain et il vous donne vraiment envie de continuer parce que vous suivez Ash dans une de ses missions de Roshun et hop, vous comprenez déjà un petit peu de quoi il en retourne. Vous dites, mais c'est bon ça. Et ensuite, première partie, on apprend à connaître les Roshun, l'histoire du sceau, comment ça marche. On apprend à connaître le Barkos, un petit peu on suit Ban, qui est un soldat. Et on apprend un petit peu à voir comment la ville évolue avec le siège, ce que les politiques ont prévu, quelle est la position de l'armée, enfin toutes ces choses-là. Et ensuite, chapitres qui sont consacrés aux prêtres d'Uman, et donc on essaye de comprendre leur soif de domination, leur religion, qui est assez bizarre, vraiment, vraiment très très bizarre. Enfin, ça c'est la première partie, qui est une première partie découverte. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui s'attache vraiment à l'apprentissage de Nico en tant que Roshun. Et à côté de ça, vous avez une montée en puissance au niveau des forces, puisque vous sentez que cette histoire de Roshun et de Vendetta, elle vient en fait appuyer la guerre qui se prépare entre le Man et le Barkos. Parce qu'il y a un moment, la Sainte Matriarche, elle dit, ouais, si ça continue comme ça, moi je risque ma tête à ne rien faire, à voir ces gens qui sont assiégés mais qu'on n'arrive pas à prendre. Et de l'autre côté, vous avez le Barkos qui se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on se protège? Enfin bref, on a des enjeux politiques stratégiques qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est intéressant de voir un petit peu tout ça bouger. Et vous avez la troisième partie où là, c'est vraiment consacré à la vendetta par rapport à Kirkus, où Ash prend, avec Nico, part dans la ville de Kos, qui est vraiment la ville d'Uman, la capitale, quoi, et qui vont essayer de tuer Kirkus, excusez-moi. Et donc à partir de là, vous avez aussi la montée aussi en puissance par rapport à ce qui se passe au niveau de la guerre. On se dit, ah tiens, le tome 2, il va être assez belliqueux comme ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu la globalité. Alors moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, alors vous allez dire, moi je suis pas une spécialiste de la fantasy, j'ai pas lu beaucoup de cycles, donc je peux pas vous dire oui, Cole Buchanan c'est le nouveau Gummel ou Jemel ou je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je l'ai pas lu, donc je vais pas passer mon temps à le comparer à quelqu'un que je ne connais pas. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est des choses, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup touché, beaucoup ému. C'est intéressant de voir l'enchaînement des chapitres, le fait que on a des personnages qu'on suit, en apparence on se dit tiens, il n'y a pas de lien entre eux, puis paf, ça vous saute aux yeux en se disant tiens, ça, je ne l'avais pas vu venir. Donc il y a quand même de belles surprises par rapport à tout ça, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est le rythme du livre. On sent vraiment au tout début, vous avez la mise en place des choses, on prend vraiment le temps. Le deuxième où là, ben, vous sentez que des choses se préparent, il y a une ambiance de guerre comment dire, qui plane au-dessus de cette deuxième partie. Et puis la troisième partie où ça bouge, et où là, on n'a plus le temps de souffler en fait, parce qu'il se passe tellement de choses, tellement dans tous les sens, qu'on se dit, oulala, ben, je peux plus lâcher le bouquin. D'ailleurs, je pense à la dernière partie, j'ai tout lu d'une traite parce que c'était vraiment captivant. Maintenant, le gros défaut, moi, que je donne pas au livre en tant que tel, mais c'est les descriptions. J'ai eu beaucoup de mal avec les descriptions. C'était parfois très long. Je dis, moi, quand on passe une demi-page, voire plus, à m'expliquer le temps qu'il fait ou à me décrire le paysage, je me dis, ouais, mais je m'en fous un peu. Moi, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Donc, j'avais tendance à lâcher un peu le roman à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé ça un peu
bête, mais bon, je vous dis, c'est pas de la faute de l'auteur, c'est pas la faute au livre, je retiens juste que c'est la fantaisie qui veut ça. La fantaisie est dans des bouquins où on décrit beaucoup. Donc à partir de là, ben, il suffit de prendre son mal en patience et de dire, bon ben voilà, on avance avec le livre. Et on fait avec, tout simplement. Et ce serait bête de passer à côté en se disant, ouais, moi j'aime pas les descriptions, donc je vais pas le lire. Franchement, vous arrêtez pas à ça. C'est vraiment, ce serait vraiment bête parce que vous allez passer à côté d'une histoire qui est vraiment, vraiment très intéressante, qui bouge beaucoup, où il se passe vraiment plein de choses. Au niveau des personnages aussi, je pense que c'est là où moi j'ai vraiment adhéré à l'affaire. C'est que H, au début, je voyais le gars mystérieux et tout, je me suis dit, oui, oui, ça c'est le genre impossible à cerner et compagnie. Et puis j'ai vu doucement, j'ai vu Ash se dévoiler, et c'est devenu un personnage vraiment emblématique, tout comme Nico, qui est vraiment son opposé, qui est quelqu'un, un jeune, qui a beaucoup de dynamisme, qui est assez naïf comment dire, dans tout ce qu'il fait et compagnie, qui a une joie de vivre en début de roman, quand vous le voyez. Puis bon, il y a quand même une scène avec son chien où là, j'ai eu les trémolos qui étaient prêts à partir. Enfin bref, ces deux personnages-là qu'on sent vraiment opposés, qu'on va voir à un moment prendre le même chemin ensemble, puis on se dit mais ça va jamais coller eux deux. Ça va jamais coller. Ils ont deux personnalités qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Quasiment ils se disent rien. Ils parlent jamais ensemble. Quand Nico fait son apprentissage, il voit jamais Ash, limite s'en fout. Donc je dis, mais ça va jamais coller, il y aura jamais une relation puissante entre ces deux-là. Et puis elle prend doucement, on sent petit à petit tout l'attachement que H a envers Nico, et que ça va beaucoup plus au-delà du simple fait de j'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Ça va tellement plus loin, et vous avez les chapitres finaux. Alors là, je vous conseille sincèrement, mais de vous poser parce qu'ils sont vraiment lourds d'émotions. C'est vraiment des chapitres. Moi, j'ai pas du tout vu venir la fin. Je vous dévoile rien, je vous dis rien sur ce qui se passe exactement, mais la fin m'a tellement bouleversée. Pour moi, c'est vraiment là, à ce moment-là que j'ai reçu ma claque, la grosse claque comme Stéphane Marsan l'appelait. Moi, je l'ai eu à la toute fin du livre avec les émotions que j'ai ressenties à un certain moment de l'histoire, avec le H qui s'est dévoilé totalement, mais en total désaccord avec ce qu'il a pu dire à Nico auparavant. J'ai trouvé ça, mais d'une puissance émotionnelle incroyable. Et j'ai dit, ouais, ouais, ce livre, c'est juste la perle à lire, juste à cause de ça. Voilà, moi, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment explosé en moi, où je me suis dit, oui, ce livre, il en vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Je dis pas que tout le reste vaut pas la peine, mais moi, c'est à ce moment-là où j'ai eu vraiment ma bulle d'émotion qui a explosé. Donc, je vais pas non plus vous en parler pendant des heures. J'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le lire, sachant qu'en plus, c'est un premier livre d'auteur. C'est son premier bouquin. Il a une écriture qui est juste magnifique. Enfin, il y a vraiment rien à dire. Oui, je dis oui, je vous ai dit, mais t'aimes pas les descriptions. Mais non, mais elles sont nécessaires puisque c'est de la fantaisie. Mais ce mec, il écrit avec une plume juste incroyable. Vous avez des dialogues qui résonnent avec tellement de puissance. Je vais vous en lire un extrait, vous allez voir. Alors, je pense que j'en ai même mis plusieurs à lire. Alors, je vais vous lire un premier, c'est un extrait sur Nico. Euh, alors là, ça c'est pas plus ça, non, ça c'était... Voilà, je vais vous lire cet extrait-ci, tout d'abord. C'est un extrait où, en fait, Nico est en train d'expliquer à Ash que la religion, en fait, c'est une bêtise, puisque c'est à cause de ça qu'il y a des guerres entre les mondes. Et voilà ce que Ash lui répond. Alors peut-être, concéda H en se léchant les doigts, mais pousse ta réflexion un peu plus loin. Crois-tu vraiment que nous nous ferions moins la guerre si nous partagions tous la même foi, voire si nous n'en avions pas du tout? Le monde est ainsi fait, Nico, que nous faisons comme si nos convictions étaient la seule chose qui comptait le plus à nos yeux. Mais on fait rarement la guerre pour des questions de foi. On fait la guerre pour la terre et le butin, pour le prestige, par stupidité. On la fait parce qu'un camp veut dominer l'autre. S'il y a une divergence de croyances entre les nations ennemies, c'est d'autant plus commode pour dissimuler les choses même qui les rassemblent. La foi authentique n'intervient que rarement là-dedans.
Les manières n'échappent pas à la règle en dépit des apparences. La domination, voilà leur principal credo. Au fond, ce qu'ils veulent, c'est l'hégémonie absolue. Enfin voilà, c'est vraiment, vous sentez une écriture dans les dialogues avec comment dire, des valeurs qui sont prônées, qui sont quand même fortes, des principes également. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel j'adhère totalement. Voilà, donc je reviens pour achever cette vidéo avec un nouvel extrait. Ici, c'est donc H, donc je suis page 156 dans mes épreuves, qui parle de la vengeance. Je vais te dire une chose, Nico, et tu ne dois jamais l'oublier. La vengeance, mon garçon. La vengeance est un cycle sans fin. Elle commence par la violence et elle engendre la violence. Entre les deux, il n'y a que la souffrance. C'est pour cette raison que nous autres Rochun ne portons pas de sceau pour nous protéger. Pour tout dire, nous espérons toujours que ce que nous représentons sera une dissuasion suffisante et que les choses s'en tiendront là. Car mieux que la plupart des gens, nous savons que la vengeance ne sert aucune valeur positive en ce monde. C'est simplement la fonction à laquelle nos chemins de vie nous ont conduits. À vous entendre, on croirait que ce que vous faites est mal. Donc ça, c'était Nico. Nous ne voyons pas ça en termes de bien ou de mal. Notre travail est moralement neutre, ça tu dois le comprendre, car il est au cœur des credos des Rochun. Et ce credo le voici. Nous sommes des rochers sur une pente, mis en branle par le mouvement des autres rochers. Nous suivons simplement l'inclinaison naturelle des événements. Il s'interrompit un instant pour réfléchir. Mais nous ne devons jamais en faire une affaire personnelle, sinon nous devenons plus qu'une simple force de mouvement. Nous intégrons le cycle lui-même. Si je devais être tué au cours d'une vendetta, un autre Rochun me remplacerait, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que cette même vendetta soit accomplie pour le compte du protégé et que nos obligations soient remplies. Et après, ce serait terminé. Nous ne portons pas de sceau et ne recherchons pas la vengeance pour nous-mêmes. De cette façon-là, nous briserions le cycle. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie vengeance des Rochun. Cette philosophie prend vraiment toute son importance à la fin du roman. Vous comprendrez pourquoi en le lisant. Voilà, donc je vais en rester là avec cette chronique de Farlander. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir le livre. En tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est le 24. Foncez en librairie parce que sincèrement ça vaut la peine. Je suis pas une grande amatrice de grands cycles de fantasy, c'est encore un genre que j'appréhende peu, mais là j'ai craqué, j'ai adoré et je vous le recommande chaudement. Voilà, eh bien j'en reste là pour cette chronique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques en vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures. D'ici là, au revoir.